Au cœur glacé du Danemark, alors que les vents du Nord portaient à travers les fjords obscurs les récits des dieux et des héros, naquit un enfant destiné à faire trembler le monde. C'était l'année 840 après Jésus-Christ, et les druides murmuraient encore des présages dans l'ombre des vieux chênes sacrés. Aslaug, la Völva prophétique et épouse de Ragnar Lodbrok, tenait dans ses bras le fils qui allait changer le destin de royaumes entiers. Mais il y avait quelque chose de singulier chez cet enfant, une particularité qui fit reculer même les guerriers les plus âgés lorsqu'ils croisèrent son regard pour la première fois. Le garçon portait une marque unique, un signe que les dieux avaient gravé dans son âme et qui se manifestait par son œil gauche. Un serpent semblait nager éternellement dans son iris, enroulé en spirale hypnotique qui captait la lumière comme de l'or liquide sur une eau sombre. Les sages s'assemblèrent autour du berceau, interprétant les runes et consultant les corbeaux d'Odin pour percer le sens de ce prodige. Certains affirmaient que c'était l'empreinte de Jörmungandr, le serpent cosmique qui entoure Midgard dans les profondeurs océaniques. D'autres prétendaient que Loki avait touché l'enfant avant même sa naissance, le bénissant d'une ruse suffisante pour tromper ses ennemis et conquérir des terres lointaines. Ragnar Lodbrok, dont le nom résonnait déjà à travers les mers du Nord comme le tonnerre dans un ciel orageux, prit son nouveau-né dans ses bras et sentit le poids du destin entre ses mains. Il avait assiégé des cités, vaincu des armées et navigué jusqu'aux confins du monde connu. Mais en contemplant cet œil marqué par le serpent, il comprit qu'il tenait entre ses mains bien plus que tous ses exploits passés. L'enfant serait nommé Sigurd, mais tous connaîtraient son véritable surnom. Sigurd Snake in the Eye, le fils marqué par les dieux eux-mêmes pour des grandeurs encore à venir. La lignée de Ragnar portait en elle le poids de légendes remontant à l'époque où les géants arpentaient encore la terre. Chaque fils de Ragnar naissait avec le devoir de surpasser son père, d'inscrire son nom dans les sagas avec des lettres de sang et de fer. Mais Sigurd était différent. Alors que ses frères Ivar, Ubba, Halfdan et Björn grandissaient en démontrant force physique et fureur débridée, Sigurd développait une intelligence froide et calculatrice qui impressionnait même les jarls les plus expérimentés. Son esprit fonctionnait comme un piège parfaitement conçu, toujours 3 coups d'avance sur ses adversaires. Le symbole du serpent dans son œil n'était pas qu'une simple curiosité physique, mais la manifestation visible de sa nature intérieure. Comme le serpent qui mue, Sigurd apprit très tôt à s'adapter à toute situation, à être cruel quand il le fallait et diplomate quand c'était utile. Les skaldes chantaient qu'il pouvait séduire ses ennemis avec des paroles mielleuses au matin et les égorger avec une froideur absolue au crépuscule. Cette dualité, cette aptitude à être à la fois charmant et mortel, devenait son arme la plus redoutable. À 15 ans, Sigurd avait déjà participé à 3 expéditions mineures aux côtés de son père, apprenant non seulement l'art de la guerre, mais aussi la politique complexe régissant les alliances entre les clans nordiques. Il observait comment Ragnar négociait avec ses rivaux, répartissait le butin parmi ses guerriers et maintenait la loyauté grâce à un dosage précis de générosité et de crainte. Le serpent, dans son œil, semblait palpiter de vie propre durant ces instants d'apprentissage, comme si les dieux gravaient chaque leçon directement dans son âme. Les présages entourant sa naissance commencèrent à se réaliser à mesure que Sigurd grandissait. Les Volva racontaient des rêves troublants où d'immenses serpents dévoraient des royaumes entiers pour vomir ensuite or et couronne au pied d'un jeune homme aux yeux hétérochromes. Certains augures promettaient qu'il deviendrait le plus puissant des fils de Ragnar, conquérant des terres au-delà de l'horizon. D'autres, plus sombres, murmuraient des trahisons sanglantes et des malédictions familiales qui le suivraient comme des ombres éternelles. La marque dans son œil devint son emblème personnel bien avant qu'il ne revendique un trône. Des guerriers commencèrent à graver des serpents enroulés sur leurs boucliers pour afficher leur loyauté envers le jeune prince.
Des artisans forgèrent des épées aux poignets ornées de serpents entrelacés, créant des armes qui semblaient vivantes à la lueur du feu. Sigurd lui-même fit confectionner une bannière spéciale où un serpent doré se dressait sur fond noir, aux yeux de rubis brillants comme des braises dans l'obscurité. Quand Ragnar regardait son fils marqué, il voyait non seulement l'avenir de sa lignée, mais aussi l'écho de prophéties anciennes parlant de la fin des temps. Le serpent Jörmungandr était à la fois créateur et destructeur, et Sigurd portait en lui cette même dualité cosmique. Il serait capable d'édifier des empires et de les détruire avec autant de facilité, d'inspirer une loyauté absolue et de semer des trahisons dévastatrices. L'œil du serpent ne mentait pas, grandeur et ruine accompagneraient toujours ses pas, telles deux faces d'une même pièce forgée par les dieux. La nouvelle arriva portée par les vents glacés de la mer du Nord, véhiculée par des marchands effrayés et des réfugiés ayant vu l'impensable. Ragnar Lodbrok, le loup des mers, la terreur des monastères chrétiens, avait été capturé par le roi Ella de Northumbrie et jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. Le grand roi viking, dont le nom faisait trembler les empereurs romains sur leur trône de marbre, était mort dans l'agonie, mordu sans relâche par ces créatures qui se tordaient autour de lui comme des instruments vivants de torture. Sigurd sentit quelque chose se briser en lui lorsque les mots du messager résonnèrent dans la grande salle de Kattegat. Ce n'était pas seulement la douleur de perdre son père, mais une fureur froide et implacable qui se répandait dans ses veines comme un poison liquide. L'œil marqué par le serpent semblait palpiter de vie propre, comme si les bêtes ayant tué Ragnar dansaient éternellement dans son iris gauche, lui rappelant sans cesse le prix à payer. L'ironie n'échappait à personne. Son père était mort, entouré de serpents, et désormais c'était au fils du serpent de venger sa mort. Les frères se réunirent en cette nuit-là à la lueur vacillante des torches, chacun digérant le deuil à sa manière. Ivar l'osseux, dont l'esprit brillait avec l'intensité d'une lame fraîchement forgée, élaborait déjà des plans de représailles avant même que le corps de Ragnar ne refroidisse. Ubba, le corbeau blanc, affûtait ses lames avec des gestes mécaniques et obsessionnels, chaque passage de la pierre résonnant dans le silence comme une promesse de mort. Halfdan arpentait la pièce tel un loup en cage, murmurant des serments de sang qui faisaient frissonner même les guerriers aguerris. Björn, l'aîné, restait silencieux, mais ses poings serrés et sa mâchoire crispée trahissaient la tempête intérieure qui le déchirait. Mais ce fut Sigurd qui prononça les premières paroles scellant le destin de l'Angleterre. Se levant lentement de son siège, le serpent dans son œil semblant se tordre à la lueur des flammes, il prononça le serment qui résonnerait à travers les siècles. Par le sang de notre Père, par l'honneur de notre lignée et par les dieux qui entendent nos paroles, je jure que Ella de Northumbrie paiera son crime par une souffrance 1000 fois plus grande que celle infligée à Ragnar. Il n'y aura ni paix, ni pitié, ni pardon tant que sa mort ne sera pas aussi lente et douloureuse que celle que les serpents ont permis à notre Père de subir. La formation de la grande armée païenne commença cette même nuit. Des messagers furent envoyés dans tous les recoins de la Scandinavie, porteurs de l'appel à la vengeance qui réveillerait chaque guerrier nordique capable de brandir une épée. Ce n'était pas qu'une affaire d'honneur familial, mais un affront direct aux dieux eux-mêmes, qui avaient choisi Ragnar comme leur instrument sur terre. De puissants jarls arrivèrent à Kattegat avec leurs navires chargés de guerriers assoiffés de sang et de pillage. De petits rois offrirent leurs flottes entières à la cause, comprenant que participer à la vengeance des fils de Ragnar leur assurerait une gloire éternelle. Dès le début, Sigurd démontra un talent naturel pour l'organisation et la stratégie qui impressionna même Ivar, reconnu comme le plus intelligent des frères. Alors que d'autres s'embourbaient dans des débats sur les tactiques militaires ou la répartition du butin, Sigurd pensait en termes plus vastes et durables. Il comprenait que la vengeance contre Ella n'était que la première étape d'une conquête bien plus grande. L'Angleterre chrétienne regorgeait d'or, de terres fertiles et de cités prospères capables de nourrir des armées vikings pendant des générations. Le poids de l'héritage de Ragnar se manifestait différemment chez chacun de ses fils, mais chez Sigurd, il était particulièrement intense.
Être le fils de Ragnar Lodbrok signifiait porter non seulement un nom célèbre, mais aussi l'attente de surpasser des exploits qui semblaient déjà impossibles à égaler. Ragnar avait pillé Paris, navigué jusqu'aux îles britanniques, quand d'autres n'osaient même pas rêver de telles expéditions, et gravé son nom dans la terreur des cœurs chrétiens. Comment un fils, même marqué par les dieux, pouvait-il espérer dépasser un tel legs ? La réponse, Sigurd le comprit, résidait dans le caractère collectif de la vengeance en préparation. Individuellement, aucun des fils de Ragnar ne pourrait peut-être égaler l'effet d'armes de leur père. Mais unis, commandant la plus grande armée que le Nord eût rassemblée depuis les temps légendaires, ils pourraient redessiner la carte de toute l'Europe. Le serpent dans son œil ne symbolisait pas seulement la ruse individuelle, mais aussi la capacité à percevoir des liens et des possibilités invisibles aux autres. Pendant que les préparatifs de l'expédition s'intensifiaient, Sigurd passait des nuits entières à étudier des cartes rudimentaires de l'Angleterre, mémorisant l'emplacement des monastères riches, des villes fortifiées et des routes commerciales exploitables. Il interrogeait les marchands ayant commercé avec les anglo-saxons, apprenant leurs tactiques militaires, leur système politique et leurs faiblesses. La vengeance serait douce, mais aussi intelligente et lucrative. La fureur du Nord se canalisait à travers les fils de Ragnar, mais Sigurd comprit que cette fureur devait être dirigée et maîtrisée pour être véritablement efficace. Les guerriers vikings étaient naturellement féroces et courageux, mais aussi impulsifs et indisciplinés. Transformer des milliers de ces hommes en une force militaire cohérente exigeait plus que des promesses de pillage et de gloire. Cela demandait un leadership alliant le charisme nécessaire pour inspirer la loyauté et la froideur requises pour prendre des décisions difficiles. Le symbole du serpent commença à apparaître sur les boucliers et les étendards des guerriers rejoignant la grande armée païenne. Ce n'était pas qu'un signe de fidélité à Sigurd, mais aussi une reconnaissance que la ruse serait aussi cruciale que la force brute dans la campagne à venir. Le serpent incarnait la patience, l'intelligence et la capacité de frapper au moment précis avec une précision mortelle. Ce sont exactement ces qualités qui seraient nécessaires pour conquérir et conserver des territoires dans une terre étrangère peuplée d'ennemis résolus à défendre leurs foyers et leur foi. Les coques noires des navires vikings fendaient les eaux grises de la mer du Nord, comme des lames dans de la soie. Chaque embarcation transportant des guerriers dont la soif de vengeance, affinée durant des mois de préparation, s'était transformée en une faim collective de sang anglo-saxon. Sigurd se tenait à la proue du navire amiral, observant les côtes anglaises émerger à travers la brume matinale comme les contours d'un rêve devenu réalité. Le vent glacé faisait flotter sa cape derrière lui telle une paire d'ailes noires, et le serpent dans son œil semblait se tordre d'anticipation tandis qu'il contemplait la terre qui bientôt baignerait dans le sang chrétien. Le premier débarquement eut lieu sur les plages rocheuses de Lindisfarne, là où le monastère sacré avait été pillé par des vikings des générations plus tôt, établissant le précédent de toutes les invasions à venir. Mais cette fois, ce n'était pas une attaque isolée de quelques navires en quête de richesses faciles. C'était l'arrivée d'une armée entière, une force de destruction méticuleusement planifiée et organisée dans le seul but de transformer l'Angleterre en champ de bataille, où l'honneur de Ragnar serait restauré par la souffrance de ses assassins. Ivar l'Osseux avait été désigné commandant suprême de la grande armée païenne. Une décision acceptée par tous les frères en raison de sa supériorité stratégique, mais qui créait aussi une tension sous-jacente entre les fils de Ragnar. Sigurd, en particulier, sentait que sa propre ruse et ses talents de meneur étaient souvent sous-estimés au profit de la réputation plus établie d'Ivar. Cependant, il avait appris à exploiter cette perception erronée à son avantage, laissant les autres le considérer comme un simple exécutant des ordres d'Ivar, tout en développant secrètement ses propres stratégies et en cultivant des loyautés personnelles parmi les guerriers.
Les premières campagnes en Angleterre furent comme un ouragan de fer et de feu balayant les terres chrétiennes, laissant une trace de destruction qui serait rappelée pendant des siècles. Sigurd commandait une division spécialisée dans les raids rapides contre des cibles à haute valeur, utilisant sa compréhension de la psychologie ennemie pour maximiser à la fois la terreur psychologique et les gains matériels de chaque attaque. Il avait compris que les anglo-saxons chrétiens éprouvaient un attachement émotionnel à leur lieu saint bien au-delà de leurs valeurs matérielles et exploitaient systématiquement cette faiblesse. Les monastères isolés furent les premières cibles, non seulement pour l'or et l'argent qu'ils renfermaient, mais parce que leur destruction envoyait un message clair sur le sort réservé à quiconque s'opposerait à la grande armée païenne. Sigurd avait mis au point une technique particulière pour ces raids. Ces hommes encerclaient le monastère durant la nuit, attendant l'aube, moment où les moines se réunissaient pour leur prière matinale. Puis, au moment précis où leur voix s'élevait en chant sacré, les Vikings faisaient irruption par les portes comme des démons surgis directement de l'enfer nordique. La terreur semée par Sigurd et ses hommes ne venait pas seulement de leur efficacité militaire, mais aussi de la brutalité calculée avec laquelle ils menaient leurs attaques. Il avait compris qu'épargner quelques survivants traumatisés était plus efficace que tuer tout le monde, car ces survivants rapportaient des récits horrifiants à d'autres communautés, instaurant un climat de peur facilitant les conquêtes futures. Le serpent dans son œil semblait hypnotiser ses victimes avant qu'ils ne décident de leur sort, et de nombreux rescapés jurèrent par la suite avoir vu la mort elle-même reflétée dans cet iris marqué. La traque du roi Ella devint une obsession, dictant chaque décision stratégique de la grande armée païenne. Des informations sur sa localisation étaient obtenues grâce à une combinaison d'interrogatoires brutaux, d'espionnage minutieux et de pots de vin versés à des nobles anglo-saxons ayant perdu foi dans la capacité de leur roi à les protéger. Sigurd montra une aptitude particulière à extraire des renseignements des prisonniers, usant d'un mélange de menaces psychologiques et de promesses de clémence qui réussissaient presque toujours. Lorsqu'ils localisèrent enfin Ella dans sa forteresse en Northumbrie, le siège qui suivit fut moins une bataille militaire classique qu'une démonstration systématique de la supériorité viking dans tous les domaines de la guerre. Sigurd supervisa la construction de machines de siège, intégrant des techniques apprises lors des campagnes de Ragnar en France, tout en organisant simultanément des raids d'harassement empêchant toute tentative de fuite ou de communication extérieure. La forteresse fut lentement étouffée jusqu'à ce que la reddition devienne la seule alternative à la mort par inanition. La capture d'Ella fut le moment que tous les fils de Ragnar attendaient depuis qu'ils avaient appris la mort de leur père. Le roi de Northumbrie fut traîné devant la grande armée païenne, enchaîné comme une bête. Mais Sigurd remarqua que même dans l'humiliation, l'homme conservait une dignité obstinée qui rendait sa torture à venir encore plus satisfaisante. Les préparatifs de l'exécution furent menés avec la solennité d'un rituel sacré, car tous savaient qu'ils allaient assister à un instant qui serait chanté par les skalds jusqu'à la fin des temps. L'aigle de sang fut exécuté avec une précision artistique, reflétant à la fois la soif de vengeance et la fierté professionnelle des Vikings dans leur capacité à infliger une souffrance raffinée. Sigurd participa personnellement au rituel, utilisant une lame spécialement forgée pour l'occasion, ornée de serpents entrelacés qui semblaient bouger à la lueur du feu. Alors qu'il incisait les côtes d'Ella et en extirpait les poumons par le dos ouvert, formant les ailes sanglantes donnant son nom au rituel, Sigurd murmurait des paroles de pouvoir transmises à travers les générations de guerriers vikings. La mort agonisante d'Ella non seulement assouvissait le serment de vengeance des fils de Ragnar, mais établissait aussi Sigurd comme l'un des bourreaux les plus redoutés de la grande armée païenne. La froideur méthodique avec laquelle il avait participé à l'aigle de sang, combinée au symbole du serpent désormais associé directement à sa personne, forgea une réputation qui précéderait ses futures conquêtes. Les guerriers commencèrent à murmurer
que le serpent dans son œil n'était pas seulement un signe des dieux, mais une fenêtre par laquelle les divinités elles-mêmes observaient et approuvaient ses actes brutaux. La bannière de Sigurd, avec son serpent doré sur fond noir, fut plantée au centre de l'endroit où Hela avait péri, marquant symboliquement le moment où la vengeance de Ragnar était accomplie et où une nouvelle phase de la conquête viking de l'Angleterre commençait. La consécration de Sigurd comme guerrier impitoyable était achevée, et le serpent nageant éternellement dans son œil s'était révélé un présage véridique de destruction pour ceux qui osaient défier la volonté des dieux nordiques. La vengeance contre Hela avait été douce, mais ses conséquences révélèrent des fissures profondes dans l'unité des fils de Ragnar, menaçant de détruire la grande armée païenne de l'intérieur. Le serment accompli et le sang de leur père dûment honoré, les différences de caractère et d'ambition entre les frères commencèrent à se manifester à travers des disputes allant bien au-delà de simples désaccords tactiques. Ivar l'Osseux avait consolidé sa position de chef suprême durant la campagne de vengeance, mais Sigurd sentait que sa propre contribution au succès de l'entreprise n'était ni suffisamment reconnue ni récompensée. La tension entre Sigurd et Ivar était particulièrement vive, car tous deux partageaient une intelligence stratégique supérieure les distinguant de leurs autres frères. Alors qu'Ubba, Halfdan et Björn étaient de redoutables guerriers suivant les ordres et combattant avec un courage incontestable, Sigurd et Ivar étaient des penseurs capables de voir au-delà de la bataille immédiate, planifiant des mouvements s'étendant sur des mois, voire des années. Cette similitude intellectuelle, au lieu de créer une complicité, engendra une rivalité constante où chacun cherchait à prouver sa supériorité par des exploits toujours plus audacieux. La question du commandement devint critique au moment de décider des prochaines cibles de la grande armée païenne. Ivar défendait une stratégie de consolidation, établissant des bases permanentes en Angleterre et gouvernant les territoires conquis de façon systématique. Sigurd, en revanche, soutenait que la véritable force des Vikings résidait dans leur mobilité et leur imprévisibilité, et qu'ils devaient continuer à étendre leur conquête avant que les Anglo-Saxons n'aient le temps de se réorganiser et de monter une défense efficace. Les débats entre les frères, lors des conseils de guerre, devenaient de plus en plus houleux. Sigurd remettant fréquemment en question les décisions d'Ivar d'une manière que d'autres interprétaient comme des défis directs à son autorité. Le serpent dans son œil semblait palpiter avec une intensité particulière durant ces affrontements, comme s'il se nourrissait de la tension et du conflit saturant l'air. Des guerriers vétérans ayant servi sous Ragnar commencèrent à choisir leur camp, créant des factions au sein de l'armée menaçant sa cohésion opérationnelle. Sigurd se mit délibérément à cultiver sa propre base de pouvoir au sein de la grande armée païenne, identifiant les guerriers se sentant plus loyaux envers lui, personnellement qu'envers Ivar, ou le concept abstrait de leadership collectif des frères. Il utilisait une combinaison de générosité avec le butin de guerre, de reconnaissance publique, des hauts faits et de promesses d'opportunités futures d'enrichissement pour bâtir une faction répondant directement à ses ordres. Le symbole du serpent devint un signe d'union pour ces hommes qui commencèrent à s'appeler eux-mêmes les fils du serpent. L'intelligence stratégique de Sigurd s'exprima clairement durant la campagne contre le royaume de Mercie, où il commanda une force indépendante opérant en coordination nominale avec les troupes principales d'Ivar, mais fonctionnant en pratique comme une armée séparée avec ses propres objectifs et méthodes. Sigurd démontra une compréhension sophistiquée de la politique anglo-saxonne, exploitant les rivalités entre nobles locaux et usant de diplomatie sélective pour diviser la résistance ennemie avant même que ses troupes n'atteignent le champ de bataille. Sa capacité à penser plusieurs coups d'avance devint légendaire parmi ses partisans, qui commencèrent à attribuer des qualités quasi surnaturelles à son aptitude à prédire les actions ennemies et à préparer des contre-mesures appropriées. Le serpent dans son œil était vu comme un canal direct vers la sagesse divine, lui permettant de discerner des schémas et des possibilités invisibles aux autres mortels. Cette perception mystique de ses talents
renforçait sa position politique au sein de l'armée et accentuait la tension avec Ivar, qui préférait être perçu comme un stratège purement rationnel. Les intrigues et alliances entre les frères devinrent si complexes qu'elles transformèrent les campagnes militaires extérieures en champs de bataille pour des guerres internes visant le contrôle de la grande armée païenne. Ubba et Halfdan se retrouvaient souvent dans la position inconfortable de médiateurs entre Sigurd et Ivar, essayant de préserver l'unité familiale tout en poursuivant leurs propres objectifs de conquête et d'enrichissement. Björn, en tant qu'aîné, parvenait parfois à imposer une trêve temporaire grâce à son autorité traditionnelle. Mais ses pauses dans la rivalité étaient toujours brèves et instables. Sigurd comprit que son conflit avec Ivar était devenu une question existentielle, déterminant non seulement son rôle au sein de la grande armée païenne, mais aussi son héritage historique en tant que fils de Ragnar. Être éclipsé par Ivar signifierait être rappelé comme un simple figurant dans la saga de la conquête viking, un rôle que son ambition et son sens du destin ne pouvaient accepter. Le serpent dans son œil ne s'était pas manifesté pour qu'il obéisse aux ordres d'un autre homme, même si cet homme était son propre frère. La froideur et l'intelligence stratégique faisant de Sigurd un commandant si efficace influençaient aussi son approche des conflits familiaux. Il n'attaquait pas Ivar directement ou ouvertement, car il savait que cela pourrait provoquer la fragmentation totale de la grande armée païenne à un moment où l'unité restait nécessaire pour achever la conquête de l'Angleterre. Au lieu de cela, il usait de méthodes subtiles pour éroder l'autorité d'Ivar, remettant en cause ses décisions par des questions apparemment innocentes, proposant des alternatives simplement comme suggestions et démontrant par ses propres succès que d'autres approches pouvaient être plus efficaces. Le champ de bataille devint l'arène où la rivalité entre les frères s'exprimait le plus clairement et dramatiquement. Tous deux rivalisaient constamment pour voir qui remporterait la victoire la plus impressionnante, capturerait le butin le plus précieux ou ferait preuve du leadership le plus inspirant. Cette compétition avait l'effet secondaire bénéfique de les pousser tous deux à des niveaux d'excellence qu'ils n'auraient probablement pas atteints sans la pression de cette rivalité fraternelle, mais créait aussi des situations où l'ego personnel prévalait parfois sur la stratégie militaire sensée. La division croissante au sein de la grande armée païenne n'échappa pas aux ennemis anglo-saxons, qui commencèrent à exploiter ces tensions par des offres diplomatiques ciblées à différentes factions de l'armée viking. Certains nobles chrétiens tentèrent secrètement de négocier avec Sigurd, lui proposant des conditions qu'ils espéraient plus attrayantes que pour Ivar. Sigurd rejeta ces approches, mais pas avant d'avoir extrait des informations précieuses sur les divisions et faiblesses du camp anglo-saxon exploitables lors de futures campagnes. Après des années de conquêtes sanglantes en Angleterre, vint le moment inévitable du partage des territoires conquis entre les fils de Ragnar, un processus mettant à l'épreuve non seulement leurs compétences diplomatiques, mais aussi leur capacité à transformer des victoires militaires en pouvoir politique durable. Sigurd avait prouvé durant les campagnes qu'il possédait non seulement le talent pour conquérir des terres, mais aussi la vision nécessaire pour les gouverner efficacement. Lorsque les négociations commencèrent pour diviser le butin de la grande armée païenne, il devint clair qu'il s'était préparé à ce moment depuis des années, cultivant des alliances et démontrant des compétences qui se révéleraient cruciales. Le Danemark, terre natale des fils de Ragnar, était resté sous le contrôle de régents locaux durant les longues campagnes en Angleterre. Mais l'absence des héritiers légitimes avait créé un vide de pouvoir que de nombreux prétendants tentaient de combler. Sigurd comprit que contrôler le Danemark signifiait bien plus que posséder un simple royaume. Cela voulait dire maîtriser les routes commerciales reliant la Scandinavie au reste de l'Europe, les ports servant de base pour de futures expéditions vikings et les ressources humaines et matérielles pouvant soutenir des ambitions encore plus grandes. Le retour de Sigurd au Danemark fut orchestré comme une campagne politique aussi soigneusement planifiée que n'importe quelle opération militaire. Il avait ramené avec lui un trésor considérable pillé en Angleterre, qu'il utilisa stratégiquement pour acheter des loyautés et neutraliser toute opposition potentielle.
Plus important encore, il ramenait des guerriers vétérans dont la fidélité avait été éprouvée dans des dizaines de batailles et qui formaient désormais le noyau d'une armée personnelle capable d'imposer sa volonté à tout rival domestique. La consolidation de son pouvoir en tant que roi du Danemark révéla des aspects de la personnalité de Sigurd moins évidents durant les campagnes militaires. Gouverner exigeait un ensemble de compétences différentes, incluant la capacité à équilibrer des intérêts contradictoires, à administrer efficacement les ressources et à maintenir l'ordre intérieur tout en se préparant à de futures aventures militaires. Le serpent dans son œil semblait symboliser parfaitement cette dualité nécessaire, la ruse pour naviguer les complexités politiques et la froideur pour prendre des décisions difficiles quand il le fallait. Sigurd établit sa cour d'une manière reflétant à la fois les anciennes traditions nordiques et des innovations inspirées par ses observations des sociétés anglo-saxonnes et franques qu'il avait conquises. Il conservait les rituels traditionnels, légitimant son autorité aux yeux des jarls et guerriers danois, mais intégrait aussi des éléments d'administration plus sophistiqués qu'il avait observés dans les royaumes chrétiens. Cette fusion de tradition et d'innovation devint une caractéristique distinctive de son règne. L'équilibre entre gouverner et guerroyer se révéla l'un des plus grands défis auxquels Sigurd fut confronté en tant que roi du Danemark. D'un côté, il devait être présent dans son royaume pour maintenir la stabilité politique et superviser l'administration de ses territoires. De l'autre, sa réputation et sa légitimité dépendaient largement de succès militaires continus, démontrant qu'il avait hérité non seulement du trône de Ragnar, mais aussi de sa capacité à mener les Vikings à la victoire et à la richesse. Cette tension fondamentale exigeait une organisation minutieuse de ses responsabilités et une délégation intelligente de l'autorité. Sigurd développa un système alternant périodes de consolidation intérieure et expéditions militaires soigneusement planifiées, utilisant chaque campagne extérieure pour renforcer sa position intérieure via la distribution de butin et la démonstration de ses talents de meneur. En son absence, il laissait des régents de confiance au commandement du Danemark, mais toujours organisés de sorte qu'aucun individu n'accumula assez de pouvoir pour le défier pendant ses absences. Le serpent dans son œil lui avait appris que la paranoïa contrôlée était un outil essentiel de survie politique. Maintenir son royaume par la peur et le respect exigeait une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine et des dynamiques de pouvoir régissant la société nordique. Sigurd apprit que la peur seule ne créait qu'une obéissance superficielle, pouvant se transformer en rébellion dès que sa force serait mise à l'épreuve. Le respect authentique, en revanche, engendrait une loyauté durable survivant aux défaites temporaires et aux crises politiques. Il s'efforça consciemment de cultiver les deux, utilisant la peur comme outil de contrôle immédiat et le respect comme fondement d'une stabilité à long terme. L'usage du symbole du serpent comme marque de son autorité évolua durant son règne au Danemark, passant d'une simple caractéristique personnelle à un système complexe d'identification politique et militaire. Sigurd fit frapper des pièces à l'effigie du serpent enroulé, établissant non seulement un symbole de son autorité, mais aussi un moyen de communication diffusant son image à travers les transactions commerciales dans tout son royaume et au-delà. Les bâtiments publics étaient ornés de serpents sculptés, rappelant constamment qui détenait le pouvoir, tandis que ses guerriers personnels portaient armure et armes décorées du symbole, devenu synonyme de loyauté absolue envers le roi. L'administration de la justice sous Sigurd reflétait la dualité incarnée par le serpent dans son œil. Il pouvait faire preuve de clémence envers ceux démontrant une loyauté sincère, mais était impitoyable envers les traîtres ou ceux défiant son autorité. Ces décisions judiciaires étaient soigneusement calculées pour transmettre des messages précis sur les conséquences de différents comportements, créant un environnement où l'obéissance était récompensée et la rébellion punie de façon exemplaire. Cette approche systématique de la justice établit des précédents influençant la gouvernance au Danemark bien au-delà de son propre règne.
Les alliances matrimoniales devinrent un outil crucial dans la consolidation du pouvoir de Sigurd, tant au sein du Danemark que dans ses relations avec d'autres royaumes scandinaves. Il utilisa des mariages stratégiques pour sceller la loyauté de jarls importants, neutraliser des menaces potentielles et tisser des réseaux d'obligations, renforçant sa position politique. Le choix de ses propres épouses fut particulièrement calculé pour maximiser les avantages politiques, tout en assurant une descendance capable de perpétuer sa lignée et sa dynastie. Le développement économique du Danemark durant le règne de Sigurd fut stimulé à la fois par les butins continus de ses campagnes militaires et par des réformes administratives améliorant l'efficacité de la collecte des impôts et du commerce. Il comprit qu'un royaume prospère était plus apte à entretenir de grandes armées et à équiper des expéditions ambitieuses, créant ainsi un cercle vertueux où les succès économiques finançaient des succès militaires, qui à leur tour généraient davantage de ressources pour l'investissement intérieur. Le serpent dans son œil symbolisait cette compréhension cyclique du lien entre puissance économique et militaire. La cour de Sigurd devint un centre de culture nordique, attirant skalds, artisans et marchands de toute la Scandinavie. Il parrainait la composition de sagas célébrant non seulement ses propres exploits, mais aussi perpétuant la mémoire de Ragnar et établissant des récits légitimant l'autorité de sa dynastie. Ces investissements culturels servaient à la fois de divertissement et de propagande politique, créant une atmosphère où sa grandeur était constamment réaffirmée à travers l'art et la littérature. La préparation militaire continue fut une caractéristique constante du règne de Sigurd, reflétant sa conviction que la paix n'était qu'un interlude temporaire entre les conflits définissant son héritage historique. Il entretenait non seulement une armée permanente de guerriers professionnels, mais aussi un système de mobilisation capable de transformer rapidement fermiers et artisans en soldats si nécessaire. Ces arsenaux étaient maintenus en état d'alerte constante, ses flottes régulièrement inspectées et modernisées, et ses commandants participaient à des exercices réguliers, les gardant prêts à toute éventualité militaire. L'influence de Sigurd s'étendait bien au-delà des frontières formelles du Danemark grâce à un réseau complexe d'alliances personnelles, de traités commerciaux et d'accords militaires créant effectivement une sphère d'influence couvrant une grande partie du monde nordique. D'autres rois vikings reconnaissaient son autorité morale en tant que fils de Ragnar et héritier d'une glorieuse tradition militaire, le consultant sur des questions importantes et sollicitant son approbation pour leurs propres expéditions. Cette position de leadership informel parmi les Vikings était aussi précieuse que son contrôle formel sur le Danemark, car elle lui donnait la capacité de mobiliser des ressources et des hommes bien au-delà de ceux directement sous son commandement. Avec le Danemark fermement établi sous son contrôle et ses bases de pouvoir consolidées, Sigurd tourna ses regards ambitieux au-delà de l'horizon, là où les îles d'Écosse et d'Irlande brillaient comme des joyaux tentants, attendant d'être arrachés du cou de leurs propriétaires chrétiens. Ces terres représentaient non seulement des opportunités de pillage et de conquête, mais aussi la chance d'étendre son influence vers des régions restées relativement épargnées par la fureur viking, offrant la possibilité d'établir un empire maritime rivalisant avec tout ce que ses ancêtres avaient pu imaginer. La préparation des expéditions contre l'Écosse et l'Irlande fut menée avec le même soin méticuleux caractérisant ses campagnes antérieures, mais avec une échelle et une ambition reflétant sa confiance croissante en ses capacités de meneur militaire et politique. Sigurd avait appris à travers ses expériences en Angleterre que des succès durables exigeaient plus que de simples raids de pillage. Il requérait des stratégies coordonnées, combinant force militaire, intelligence politique et administration compétente des territoires conquis. Les flottes que Sigurd organisa pour ses campagnes étaient plus grandes et plus sophistiquées que tout ce qu'il avait commandé auparavant, reflétant à la fois les ressources accumulées durant son règne au Danemark et sa compréhension approfondie des exigences logistiques d'opérations militaires prolongées en territoire hostile. Chaque navire transportait non seulement des guerriers et des armes, mais aussi des artisans, des marchands
et des administrateurs capables d'établir des bases opérationnelles permanentes dans les terres conquises. L'Écosse présentait des défis uniques mettant à l'épreuve toutes les compétences stratégiques de Sigurd. Les tribus écossaises étaient des guerriers farouches connaissant intimement le terrain accidenté de leur pays et elles avaient développé des tactiques défensives efficaces à travers des siècles de conflits contre les Romains, les Anglo-Saxons et les Vikings précédents. Plus important encore, elles étaient unies par une foi chrétienne, les motivant à résister aux envahisseurs païens avec une détermination frôlant parfois le fanatisme suicidaire. Sigurd adapta ses tactiques pour exploiter les caractéristiques géographiques uniques de l'Écosse, utilisant sa supériorité navale pour attaquer les colonies côtières tout en évitant d'être entraîné dans l'intérieur montagneux où ses avantages en équipement et organisation seraient neutralisés par la connaissance locale de l'ennemi. Il développa une stratégie de feu courant, où ses forces se déplaçaient rapidement le long de la côte, frappant plusieurs cibles en succession rapide avant que les défenseurs n'aient le temps d'organiser une riposte coordonnée. Les monastères écossais étaient des cibles particulièrement attrayantes, non seulement pour leur richesse matérielle, mais aussi pour leur signification symbolique en tant que centre de la foi chrétienne que Sigurd avait juré de détruire en l'honneur des dieux nordiques. La destruction de ces lieux saints était menée avec une théâtralité délibérée, maximisant à la fois l'impact psychologique sur les survivants et la satisfaction spirituelle des assaillants vikings. Sigurd participait souvent personnellement à la profanation des autels chrétiens, remplaçant les croix par des symboles du serpent comme déclaration claire de quelle divinité régnait désormais sur ces terres. L'Irlande offrait des opportunités encore plus riches en raison de sa proximité avec d'importantes routes commerciales et de la présence de cités prospères ayant accumulé d'importantes richesses grâce au commerce avec le continent européen. Cependant, les Irlandais présentaient aussi des défis uniques, notamment une organisation politique fragmentée rendant les négociations difficiles, mais créant aussi des opportunités d'exploiter les rivalités internes entre différents clans et royaumes. Sigurd démontra une compréhension sophistiquée de la politique irlandaise, identifiant des chefs locaux susceptibles d'être soudoyés ou contraints à coopérer avec ses forces en échange de protection contre leurs propres ennemis domestiques. Il utilisa ces alliances temporaires pour obtenir des informations détaillées sur l'emplacement des trésors, les routes de communication entre colonies et les faiblesses défensives exploitables lors d'attaques futures. La brutalité caractérisant les expéditions de Sigurd dans les îles était à la fois un outil pratique et une expression de son identité culturelle de guerrier nordique. Il comprit que la réputation d'une cruauté extrême pouvait souvent faire tomber des cités entières sans nécessité de batailles prolongées, car les défenseurs préféraient se rendre ou fuir plutôt qu'affronter le sort horrible réservé à ceux qui résistaient aux fils du serpent. Cette économie de violence permettait à ses forces de conserver énergie et ressources pour des cibles plus importantes. Les cités côtières incendiées par Sigurd et ses hommes devinrent des repères sombres, servant d'avertissement permanent sur les conséquences de résister à la volonté viking. Il développa un système où il laissait certaines structures intactes, mais visiblement marquées du symbole du serpent, créant des monuments à son passage, continuant à transmettre son message de domination bien après que ses flottes eurent appareillé vers d'autres cibles. La coordination entre différents groupes d'attaque était l'une des caractéristiques les plus impressionnantes des campagnes de Sigurd dans les îles. Il avait appris à utiliser des signaux de fumée, des messagers rapides et même des corbeaux dressés pour maintenir la communication entre des forces opérant séparément, mais en coordination pour des objectifs stratégiques plus vastes. Cette sophistication logistique lui permettait de mener des opérations simultanées sur plusieurs fronts, maximisant la confusion chez les défenseurs tout en préservant ses propres forces. Le pillage systématique des monastères et églises durant ces expéditions n'était pas seulement une question de gain matériel, mais aussi une forme de guerre psychologique ciblant spécifiquement la foi chrétienne, unifiant ses ennemis. Sigurd avait observé que détruire des symboles religieux causait souvent plus de démoralisation
que des défaites militaires conventionnelles, car cela attaquait les fondements spirituels de la résistance ennemie. Le serpent dans son œil semblait briller avec une intensité particulière durant ces moments de profanation rituelle. Les voies de repli que Sigurd planifiait toujours méticuleusement avant chaque attaque reflétaient sa compréhension, que même les victoires écrasantes pouvaient se transformer en désastres si ses forces étaient encerclées ou coupées de leur base navale. Il ne laissait jamais l'excitation de la bataille ou la perspective d'un butin supplémentaire compromettre la sécurité fondamentale de ses opérations, maintenant toujours une discipline de fer qui plaçait la préservation de ses hommes et navires au-dessus des gains matériels temporaires. La renommée acquise par Sigurd à travers ses campagnes dans les îles écossaises et irlandaises se répandit bien au-delà des régions directement touchées par ces raids, atteignant les oreilles de rois et d'empereurs à travers toute l'Europe chrétienne. Son nom devint synonyme de terreur maritime et des récits sur le roi serpent capable d'apparaître de nulle part pour dévaster des cités entières étaient racontés dans les cours de Rome à Constantinople. Cette réputation internationale satisfaisait non seulement son ego personnel, mais servait aussi des objectifs politiques pratiques en dissuadant les représailles et en facilitant de futures négociations diplomatiques. Les années de gloire et de conquête avaient un prix devenant de plus en plus évident à mesure que Sigurd observait ce qu'il restait de l'héritage laissé par son père Ragnar Lodbrok. La grande armée païenne, jadis une force unifiée faisant trembler les empereurs, se fragmentait désormais en factions rivales menées par des frères dont les ambitions personnelles avaient dépassé toute possibilité de réconciliation pacifique. Les graines de la discorde, semées durant les campagnes en Angleterre, avaient germé en haine profonde, menaçant de détruire tout ce pourquoi la famille avait combattu. La première grande trahison vint d'une source inattendue. Ubba, traditionnellement le plus loyal et le plus franc des frères, avait commencé à remettre secrètement en question les décisions d'Ivar et à chercher des alliances indépendantes avec d'autres seigneurs de guerre vikings. Quand Sigurd découvrit ces tractations grâce à son vaste réseau d'espions et d'informateurs, il comprit que la désintégration de l'unité familiale avait atteint un point de non-retour. Le serpent dans son œil semblait se tordre avec une agitation croissante, comme s'il pressentait l'approche de temps plus sombres. Ivar, dont le génie militaire avait été la force unificatrice maintenant les frères unis durant les campagnes de conquête, commença à montrer des signes de paranoïa que certains attribuaient à la pression constante de maintenir le contrôle sur des forces naturellement fragmentaires. Ses décisions devinrent plus erratiques, ses punitions plus sévères et sa confiance en des conseillers extérieurs augmenta proportionnellement à sa méfiance croissante envers ses propres frères. Sigurd observait ces changements avec un mélange de satisfaction malveillante et d'inquiétude sincère, car il comprenait que la chute d'Ivar pourrait entraîner tous les autres dans l'abîme. Halfdan, toujours le plus impulsif des fils de Ragnar, commença à prendre des décisions indépendantes, contredisant directement les stratégies coordonnées convenues entre les frères. Ces expéditions non autorisées contre des cibles en Écosse violaient non seulement des accords existants, mais mettaient aussi en péril toute la structure politique soigneusement construite permettant aux Vikings de conserver leur conquête en Angleterre. Quand Sigurd tenta de l'affronter à ce sujet, Halfdan répondit avec une fureur, révélant des ressentiments profonds, refoulés depuis des années. Björn, en tant qu'aîné, tenta à plusieurs reprises de servir de médiateur entre ses frères cadets, mais ses efforts diplomatiques étaient entravés par ses propres ambitions et par la perception croissante qu'il perdait de l'influence relative à mesure que les autres frères consolidaient leurs propres domaines indépendants. Ces propositions de réconciliation étaient accueillies avec suspicion de tous côtés, car chaque frère soupçonnait Björn de chercher secrètement à tirer avantage de son apparente neutralité. La question de la succession devint particulièrement problématique lorsqu'il devint clair qu'aucun des frères n'avait produit d'héritier universellement reconnu comme digne d'hériter du legs de Ragnar.
Les fils de Sigurd, bien que prometteurs, étaient encore trop jeunes pour exercer une autorité indépendante, tandis que les descendants de ses frères faisaient face à des problèmes similaires d'âge et de légitimité. Cette absence de succession claire créait un vide de pouvoir futur, incitant chaque frère à agir dans le présent pour maximiser les chances que sa propre lignée prédomine à l'avenir. Sigurd commença à discerner des schémas sinistres dans sa propre vie, faisant écho à des présages sombres associés au signe du serpent dans son œil. Des rêves troublants le visitaient avec une fréquence croissante, des visions où d'immenses serpents se dévoraient les uns les autres dans des cycles infinis d'autodestruction. Les Völva, ayant célébré sa naissance comme un signe divin, murmuraient désormais des interprétations plus sinistres de la marque dans son œil, suggérant qu'elle représentait non seulement la ruse et le pouvoir, mais aussi la tendance autodestructrice condamnant la lignée de Ragnar. Les alliances extérieures que chaque frère avait cultivées indépendamment commencèrent à entrer en conflit direct, créant des situations où des guerriers vikings se retrouvaient à combattre d'autres vikings en raison des loyautés contradictoires de leurs chefs. Sigurd observait avec horreur croissante comment les tribus autrefois unies sous la bannière de leur père se divisaient désormais en factions hostiles, chacune justifiant ses actes par la loyauté envers un fils différent de Ragnar. L'économie de la guerre ayant soutenu la croissance du pouvoir viking montrait aussi des signes de tension insoutenables. Les territoires les plus riches et accessibles avaient déjà été conquis et pillés, tandis que les cibles restantes étaient plus difficiles à atteindre et moins lucratives. Parallèlement, les coûts d'entretien d'armées permanentes et d'administration des territoires conquis augmentaient, créant des pressions financières, poussant chaque chef viking à chercher des solutions de plus en plus désespérées. Les révoltes internes dans les territoires contrôlés par les fils de Ragnar devinrent plus fréquentes et organisées, car les populations assujetties commencèrent à percevoir que l'unité viking se fragmentait et que la résistance coordonnée pouvait réussir là où les tentatives antérieures avaient échoué. Sigurd dépensait des ressources croissantes simplement à maintenir le contrôle sur ses propres possessions, laissant moins de moyens disponibles pour de nouvelles conquêtes capables de restaurer l'élan perdu. La détérioration des relations diplomatiques avec d'autres royaumes européens reflétait aussi la perception externe que le pouvoir viking entrait en déclin. Les rois et empereurs, qui avaient auparavant payé des tributs pour éviter les raids vikings, commencèrent à tester la détermination et la capacité des fils de Ragnar à travers des provocations soigneusement calculées. Lorsque ces provocations ne furent pas punies avec la force écrasante qui aurait caractérisé la réponse de Ragnar, d'autres dirigeants européens y virent un signe de faiblesse croissante. Sigurd était particulièrement troublé par les rapports de ses espions, indiquant que certains de ses propres commandants subalternes entretenaient des communications secrètes avec des représentants de ses frères, apparemment se préparant à changer de camp dès que la situation politique deviendrait plus claire. L'érosion de la loyauté personnelle, fondement de son succès en tant que chef militaire et politique, représentait une menace existentielle exigeant une action décisive. Mais tout mouvement contre des traîtres suspects risquait de précipiter exactement le type de fragmentation qu'il cherchait à éviter. Le serpent dans son œil, si longtemps vu comme un symbole de bénédiction divine et de supériorité rusée, commençait désormais à être interprété par certains comme une marque de malédiction familiale destinée à détruire la lignée de Ragnar à travers des conflits internes inévitables. Ces interprétations alternatives de la marque divine semaient le doute même parmi ses partisans les plus loyaux, affaiblissant encore sa position politique à un moment où force et unité étaient plus nécessaires que jamais. La fin arriva comme les anciennes Völva l'avaient prédite, non dans la gloire d'une bataille contre des ennemis étrangers, mais dans les eaux sombres de la trahison familiale, devenue le véritable champ de bataille des fils de Ragnar. Sigurd trouva la mort dans des circonstances variant selon les skalds racontant l'histoire, mais toutes les versions s'accordaient sur un point crucial.
Sa mort était le résultat direct des intrigues et conflits ayant rongé la lignée de Ragnar de l'intérieur, tels des serpents se dévorant la queue dans des cycles infinis d'autodestruction. Selon certaines sagas, Sigurd mourut en combat singulier contre l'un de ses propres frères, une bataille épique où chaque combattant lutta avec le désespoir d'hommes, sachant que leur mort signifierait non seulement la fin de leur vie personnelle, mais aussi l'effondrement de tout ce pourquoi ils avaient œuvré. Le serpent dans son œil aurait brillé d'une intensité surnaturelle durant ces derniers instants, comme si les dieux observaient directement à travers lui, tandis qu'il affrontait son destin avec le courage farouche caractérisant tous les vrais fils de Ragnar. D'autres versions suggèrent une mort plus sinistre, causée par un poison administré par des agents d'un rival politique ayant jugé Sigurd trop dangereux pour être affronté en combat loyal. Cette version soulignait l'ironie qu'un homme marqué par le serpent fut tué par le venin, l'instrument traditionnel des créatures, nageant éternellement dans son œil gauche. Quels que soient les détails, sa mort marqua la fin d'une ère et le début de la fragmentation finale de l'Empire que Ragnar avait commencé à bâtir. La nouvelle de la mort de Sigurd se répandit à travers les mers du Nord comme un incendie, porté par des marchands, des réfugiés et des messagers conscients qu'ils assistaient à la fin d'une dynastie ayant terrorisé et fasciné l'Europe pendant des générations. Dans chaque cour royale, chaque monastère et chaque village de pêcheurs, hommes et femmes reçurent la nouvelle avec un mélange complexe de soulagement, de tristesse et d'admiration pour le guerrier dont le nom était devenu synonyme de l'essence même de la terreur viking. Les territoires directement contrôlés par Sigurd furent immédiatement plongés dans une guerre civile confuse, car différentes factions de ses partisans tentèrent de revendiquer l'héritage de son autorité et de ses possessions. Privé de sa présence unificatrice et de sa supériorité politique, les alliances soigneusement construites maintenant son royaume uni se désintégrèrent rapidement. Des guerriers ayant combattu côte à côte sous la bannière du serpent s'affrontèrent désormais dans des batailles amères sur des questions de succession et de partage du butin. L'impact le plus durable de la mort de Sigurd fut sa contribution à la dissolution finale de la grande armée païenne et à la transformation des Vikings d'une force conquérante unifiée en une collection fragmentée de petits royaumes et de seigneurs de guerre indépendants. Sans la présence des fils de Ragnar comme symboles unificateurs, les tribus nordiques retournèrent au schéma traditionnel de rivalité et de conflit caractérisant la Scandinavie avant l'ascension de leur famille au pouvoir. Cependant, la lignée de Sigurd ne disparut pas complètement avec sa mort. Ses fils, bien que jeunes, avaient hérité à la fois du sang de Ragnar et des leçons politiques et militaires que leur père leur avait enseignées durant leur vie brève mais intense. En grandissant, ils porteraient le nom et les ambitions de Sigurd vers de nouvelles aventures, établissant des dynasties royales en Norvège, au Danemark et même dans l'Angleterre conquise, démontrant que le legs du serpent continuerait d'influencer l'histoire européenne pendant des siècles. Les sagas composées sur Sigurd Snake in the Eye dans les décennies suivant sa mort le dépeignaient comme une figure tragique dont les vertus héroïques furent finalement vaincues par les malédictions familiales et les forces destructrices inhérentes à la nature humaine. Les Skalds chantaient sa ruse stratégique, son courage au combat et ses talents politiques, mais aussi le serpent dans son œil, comme symbole de la dualité fondamentale définissant à la fois sa grandeur et sa destruction finale. La marque physique ayant rendu Sigurd unique parmi ses contemporains devint un symbole durable dans les traditions nordiques, représentant le lien entre destin divin et action humaine, caractérisant les grandes figures héroïques des sagas. Artistes et artisans continuèrent à créer des représentations du serpent enroulé, non seulement comme décoration, mais comme rappel de la complexité morale et du prix inévitable d'une ambition démesurée.
Les monastères chrétiens, ayant souffert des attaques de Sigurd, conservèrent leur propre version de son histoire, le dépeignant comme un instrument de la colère divine, envoyé pour punir la chrétienté de ses péchés, mais aussi comme une démonstration de la justice finale de Dieu, puisque même les plus puissants tyrans païens étaient finalement vaincus par leurs propres contradictions internes. Ces récits chrétiens contribuèrent à l'immortalisation de Sigurd dans la culture médiévale européenne. L'influence de Sigurd sur l'art de la guerre navale persista bien au-delà de sa mort, car les tactiques et stratégies qu'il avait développées furent adoptées et adaptées par des générations successives de chefs maritimes. Ces innovations en coordination de flotte, guerre psychologique et administration des territoires conquis devinrent des éléments standards du manuel militaire nordique, influençant des conflits jusqu'aux derniers jours de l'ère viking. Le symbolisme du serpent associé à Sigurd évolua aussi au-delà de ses origines personnelles pour devenir un motif culturel plus large représentant sagesse, trahison, renouveau et destruction dans les traditions artistiques scandinaves. Des rois postérieurs adoptèrent des variantes du symbole du serpent comme emblème héraldique, revendiquant une filiation spirituelle avec le legs de Sigurd, même sans lien généalogique direct avec sa lignée. La transformation progressive de Sigurd d'une figure historique en personnage légendaire refléta le processus plus large par lequel l'ère viking fut idéalisée et mythifiée par la culture européenne ultérieure. Chaque génération réinterpréta son histoire à travers le prisme de ses propres préoccupations et valeurs, tout en conservant les éléments centraux ayant rendu sa vie une narration captivante. La marque divine le distinguant, son intelligence exceptionnelle, sa brutalité efficace et sa chute finale causée par des conflits qu'aucune ruse ne pouvait résoudre. Le nom de Sigurd, Snake in the Eye, demeura vivant non seulement dans les sagas et chroniques, mais aussi dans la mémoire populaire des communautés touchées par ses conquêtes et destructions. Des siècles après sa mort, les parents racontaient encore des histoires sur le roi serpent aux enfants désobéissants. Les pêcheurs évitaient certaines eaux où l'on disait que son esprit naviguait encore lors des nuits d'orage. Et les marchands offraient de petits sacrifices aux dieux en passant près de lieux associés à ces batailles les plus célèbres. L'éternité du legs de Sigurd Snake in the Eye réside non seulement dans ses conquêtes militaires ou politiques spécifiques, mais dans sa représentation de la dualité fondamentale de la condition humaine. La capacité simultanée à l'inspiration grandiose et à la destruction terrifiante. Le serpent nageant éternellement dans son œil gauche demeure un symbole puissant de cette complexité, rappelant à chaque génération que le vrai pouvoir s'accompagne toujours d'une responsabilité morale et que même les plus grands héros sont vulnérables aux conséquences de leurs propres choix. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired